Sur Radio Espace Guinée, les GG pensent comme JMJ. Une presse libre se voit dans la rue. Et la rue voit vraiment si la presse est libre. Cette dialectique sociale est la levure de la démocratie. JMJ. Les GG sur Espace, tous les matins 9h-11h. Merci de nous rejoindre dans la deuxième partie des Grandes Gueules. Nous vous servons avec plaisir pour vous aider à mieux comprendre l'actualité. Vous savez, c'est l'objectif qu'on s'est fixé pour ce talk show qui parle de vous, bien évidemment. Vous avez dû suivre dans la première partie, nous avons parlé football. Nous allons continuer avec l'entrepreneuriat jeune, bien évidemment. Continuer à réagir au sujet. Nous ferons le plaisir dans un instant de lire vos messages sur nos différentes plateformes. Nous partons cette fois-ci à Timbi Madina. Son histoire est un cas d'école. Ce jeune homme pouvait vivre à l'abri du besoin à travers les revenus de sa famille, mais il a décidé un beau matin de surprendre tout le monde et de tracer son propre chemin dans le monde rural. Et là, Amadou Bari quitte Conakry contre toute attente pour s'installer dans le Fouta profond. Arrivé à Timbi en 2014, le jeune homme commence avec un demi-hectare dans la culture de pommes de terre et il en est à 30 hectares aujourd'hui. Il finira par lancer d'ailleurs son entreprise agricole Gobelsar avec une main-d'œuvre importante qui favorise plus les femmes. Nous sommes intéressés à ce parcours atypique. On parle entrepreneuriat jeune ce matin. C'est d'ailleurs l'objet d'un grand format que vous allez écouter à la radio et regarder à la télévision sur Espace TV. Mais avant, vos messages, vos réactions, vos tweets, vous le savez, nous intéressent. Que pensez-vous des différents sujets ici évoqués avec Vladimir Poutine qui nous a déjà fait parvenir les tweets. Nous partons avec ce premier tweeto qui est à Mamadi Dr K qui nous dit bonjour les grandes gueules, j'espère que les députés tomberont d'accord sur une loi réglementant le paiement des loyers parce que de ce côté c'est du n'importe quoi. Nous qui n'avons pas encore construit, nous souffrons trop. Donc, Keita Mamadi, Dr K, qui nous écrit sur Twitter. Mamadou Dia au Guinée, que dit-il? Il dit bonjour les GG, le loyer est un problème majeur pour nous. C'est en Guinée seulement qu'on peut voir un propriétaire d'une maison augmenter le prix des loyers en fonction de ses humeurs et de façon fantaisiste. C'est inadmissible, c'est inhumain. Le Guinéen souffre énormément. Mohamed, le politologue, nous écrit également sur Twitter. Que dit-il? Il dit bonjour les grandes gueules, la réglementation de ce secteur est un ouf de soulagement. Pour les citoyens, tous les députés doivent soutenir ce projet de loi pour uniformiser le loyer et la caution sur toute l'étendue du territoire. Certainement, il voulait dire, le peuple commence à tirer chapeau à leurs élus. Ibrahima Sori Kouyaté nous écrit également sur Twitter. Au regard de la hausse vertigineuse des coûts de location, avoir un logement à un prix acceptable à Conakry relève d'un parcours de combattant pour mettre fin à l'anarchie qui mine le secteur. Je trouve la démarche des députés salutaire. #espace GG. Koulibaly, le démocrate, il dit ceci, #espace GG. Bonjour les grandes gueules. Dans tous les états sérieux, le prix du loyer est fixé en fonction de la zone et le type de bâtiment. L'application de la taxe sur les bâtiments, la CFU, la contribution financière unique pourrait diminuer encore le prix du loyer fixé de manière fantaisiste, nous dit donc Koulibaly, le démocrate. Adolphe, le sankariste, #espace GG. Lorsqu'il y a une division dans une formation d'une fédération, quelle sera l'image des joueurs ou des clubs dirigés par cette fédération? Ma Guinée crie trop et pour ne rien dire, que Dieu nous sauve, amen. Le sankariste donc qui nous écrivait sur Twitter. Nous partons sur d'autres plateformes. Amadou, dans un instant sur le 657 39 13 13. Que nous dit ce message? Bonjour, j'ai pris un magasin pour bureau en octobre 2021 sur la T6 Yataya. 4 mois d'avance, 100 000 francs guinéens par mois. Le mois passé, le gérant nous informe à partir du mois prochain qu'ils ont augmenté 100 000, je ne sais pas s'il veut parler, 1 million plutôt. C'est 1 million autant pour moi, 1 million de francs guinéens. Maintenant, c'est 2 millions. Nous, les concernés, avons fait une pétition pour une doléance pour ne pas qu'il augmente compte tenu de la conjoncture. Il refuse de prendre le document. À chaque fois, le gérant vient menacer quiconque refuse de payer 2 millions. Il va sortir. Merci, c'est un témoignage donc d'un auditeur qui nous envoie
par SMS. Nous partons donc avec Sinani qui nous écrit également. Bonjour Diadia et à toute l'équipe. Nous disons bravo aux initiateurs en déposant une proposition de loi sur le loyer cher en Guinée sur la table des députés car les propriétaires des maisons à Conakry exagèrent et si c'est fait, les autorités doivent veiller sur l'application et surtout réglementer ce domaine des démarcheurs qui font du n'importe quoi avec les locataires. Nous continuons toujours avec vos différentes réactions. Cette fois, c'est Sinani qui nous écrit. Que dit-il avec un message un peu lent? Il dit Maki Premier de Dar es Salaam. Bonjour, l'unique solution pour lutter contre le loyer cher est de construire des logements sociaux. Malheureusement, ce régime n'a pas de souci. Leur unique objectif est comment s'enrichir. Ce régime ne va jamais résoudre nos problèmes, plutôt en créer la solution. C'est Selou, c'est donc un partisan de Selou Dalein Diallo qui nous envoyait ce message. Nous partons avec Arfa Moussaya Makadiabi qui nous écrit. Il dit bonjour Madame Yero et à toute l'équipe. Il faut saluer et encourager le collectif pour la réglementation du loyer en Guinée et les députés engagés dans cette initiative. Mais la solution au problème du logement en Guinée reste et demeure la construction de logements sociaux par l'État. Prions Dieu pour l'adoption et l'application de cette loi. Sinon, combien de lois dorment dans les tiroirs et ne sont pas appliquées? Bonne journée, il nous dit Alpha Moussaya Makadiabi. Bonjour les grandes gueules. Dites à Mohamed Mara, Alphonse Mara, certainement, il veut dire que la question de location est prévue par le Code civil guinéen. La procédure en la matière y est prévue. Les forces de l'ordre ne s'impliquent que dans l'exécution d'une décision rendue par les instances juridictionnelles portant expulsion ou tout autre motif ayant une nature civile qui a trait au loyer. Lisez les dispositions des articles 1401 et suivants du Code civil guinéen. Deux derniers, Amadou. Bonjour les GG. De nos jours, les locations sont devenues un trésor pour les proprios car le prix des logements sont chers et j'ai vécu cela. Ils m'ont fait sortir de ma maison sans préavis et lorsque je lui ai parlé de mes droits, directement il a fait appel à la CMIS. J'ai été arrêté avec force sans explication. J'ai fait 5 jours en garde à vue. J'ai fini par négocier. C'est signé Abdul Hakim Diallo depuis Yataya. Bonjour, c'est Alpha Omar Adolphe depuis Dar es Salaam. Je pense qu'en plus du loyer cher, les propriétaires de maisons ne donnent aucun préavis lorsqu'ils veulent récupérer leur maison. Dommage. Le sankariste donc qui nous écrit. Nous allons donc continuer cette émission avec notre invité installé ici en studio. Bien évidemment, nous parlons d'entrepreneuriat jeune, bien évidemment, en partant à Timbi Madina pour le reportage, bien évidemment, parce que c'est là-bas qu'il travaille. Mais notre invité est ici en studio. Il s'agit bien évidemment de ce jeune entrepreneur qui s'est battu, qui est sorti de sa famille, qui a cravaché dur. C'est Elhaj Amadou Bari. Bonjour, bienvenue. Bonjour, Madame Yero, et bonjour à toutes les. Bien, avant de poser des questions à l'invité, nous allons partir sur le terrain avec 7 éléments de reportage réalisés par notre collègue Alpha Ousmane Ba depuis Timbi Madina. Diplômé de l'Institut supérieur du commerce et d'administration des entreprises de Guinée-Iscaï, Elhaj Amadou Bari, ce jeune originaire de Dalaba et citoyen du quartier Amdalaï, commune de Ratoma, dans la capitale guinéenne, surprend tous par son choix de quitter le confort familial et de son entreprise pour voler de ses propres ailes. Il laisse tout en ville et s'installe à Timbi Madina pour lancer son entreprise agricole Gobel Sarla. J'ai commencé avec un demi-hectare de pommes de terre et c'est ma 7e année. Donc ce n'est pas un début, ça n'a pas été facile d'atteindre les 30 hectares. Au fil des ans, avec l'élargissement des champs, Bari se rend compte qu'il avait besoin d'une main-d'œuvre importante pour couvrir les travaux, de la production à la récolte. La couche féminine est prioritaire dans son entreprise. Au minimum, il y a 200 femmes employées. Toute l'équipe fonctionne sur la base d'une organisation solide. Un véhicule est affecté pour le transport des femmes qui assurent l'essentiel du travail dans les zones de production. Ces mères rapportent avec fierté un revenu en famille. Il y a 5 ans maintenant, depuis que nous avons commencé à travailler avec Bari. Mais depuis tout ce temps, ce n'est qu'un bon rapport entre nous. Nous sommes fiers de lui. Avant, on venait avec nos enfants. Maintenant, il nous a aidés à inscrire nos enfants à l'école. C'est un échange de services.
Nous constituons la main-d'œuvre contre la rémunération. Il est d'un grand appui pour nous. Nous prions Dieu qu'il élargisse ses moyens dans l'agriculture et nous permettre d'être nos propres patrons aussi, un jour. La rémunération est faite selon la tâche de chacun. L'objectif c'est de faire en sorte que chacun sort gagnant. Donc avec un peu d'argent et un peu de tubercules de pommes de terre. Elhadj Alassane Bari rend visite à son fils pour la première fois à Tindri Madina. Sa venue coïncide au premier jour de récolte. C'est un père heureux. Au lieu que c'est l'aide pour aller en Maroc ou bien en Tunisie ou bien en France, aux États-Unis, et ça va faire 1 mois, 2 mois, 1 an sans information. Je préfère qu'il reste en Afrique pour travailler en Afrique, surtout l'agriculture. Donc si les enfants guinéens est courageux, motivés pour faire le travail comme ça, c'est très soulageant, je suis content de lui et d'autres qui travaillent avec lui. Elhadj Amadou Bari est pour une attention particulière des gouvernants sur cette fédération qui est une couverture du monde rural. C'est une entité qui fédère aujourd'hui plus de 35 000 producteurs de pommes de terre. Ça, ce n'est que la filière pommes de terre et elle a 5 filières. Pour la période allant de janvier à mars, ça a été une campagne réussie pour l'entreprise Gobel Sarl. Sur les 30 hectares sémés, 722 tonnes de pommes de terre ont été récoltées. Après la récolte, les clients grossistes viennent en fin d'après-midi avec des véhicules en vue de charger en direction de Conakry et d'autres villes du pays. Sur Radio Espace Guinée, les GG pensent comme JMJ. Une presse libre se voit dans la rue. Et la rue voit vraiment si la presse est libre. Cette dialectique sociale est la levure de la démocratie. JMJ. Les GG sur Espace, tous les matins 9h-11h. C'est notre coup de cœur de la semaine. Vous avez dû apprécier cet élément de reportage réalisé par Alpha Ousmane Ba. Merci à Mamoudou Boulere Diallo qui a également joué sa partition. Et nous avons notre invité ici en studio, Elhadj Amadou Bari. Mafoudia, vous avez suivi l'élément de reportage? On a suivi l'élément et c'est avec beaucoup d'intérêt. Félicitations. C'est parce que c'est tout ce qu'on peut demander, avoir des initiatives locales, des jeunes qui s'engagent. Dites-nous à la base, quelle formation vous avez eue et comment est-ce que vous vous êtes retrouvé dans l'agriculture? Merci. J'ai eu une formation en finance comptabilité. Je suis un sortant de l'ISCAEG. C'est à la sortie d'un séminaire au Sénégal que j'ai compris que les futurs milliardaires se trouvent dans l'agrobusiness. J'ai décidé de me lancer dans l'agriculture. Alors, et en 2014, j'ai eu la chance de rencontrer un jeune agriculteur installé déjà par la Fédération des paysans du Fouta Djallon. Et il m'a convaincu. C'est à partir de là que j'ai décidé de me lancer dans la filière pommes de terre. D'accord. Alors vous, votre père, dans le reportage, on dit que vous avez quitté la famille, vous êtes parti et beaucoup pouvaient prendre la mer. Vous êtes parti. Quand vous êtes arrivé sur place, comment les choses ont commencé? Et peut-être savoir ce qu'il faisait avant. Après les études, vous avez commencé par quoi? Après les études, j'ai géré l'entreprise familiale. Mon père avait une société de pêche. Et petit à petit, il se retirait un peu du business. Mais voulant entreprendre, j'ai décidé un beau matin de quitter l'entreprise familiale et de me lancer dans l'entrepreneuriat agricole. Et cela, tout à l'heure, vous disiez que le déclic est parti du Sénégal. Donc déjà, vous quittez l'entreprise familiale. Vous faites un tour au Sénégal. C'était quel type de séminaire et quel est le message qu'on partageait dans le séminaire justement qui a créé ce déclic-là? En fait, je n'ai pas quitté l'entreprise familiale pour aller au Sénégal. J'ai un ami qui vivait déjà au Sénégal. Il m'a invité à un séminaire. Et c'était un séminaire qui parlait beaucoup de l'entrepreneuriat en Afrique. Et ils nous ont fait comprendre dans ce séminaire que les futurs milliardaires se trouveront dans l'agro-business. Et sur le terrain, quelles sont vos difficultés aujourd'hui? Je sais que, vu l'hectare que j'ai vu et la quantité de pommes de terre récoltées, est-ce que parfois vous vous retrouvez avec des soucis liés à quelques fruits sur le terrain, avec des chenilles et tout ça? Aujourd'hui, ça va un peu, mais au début, franchement, ça n'a pas été facile. N'oubliez pas, je suis à ma 7e année, donc il y a beaucoup de choses qu'on a pu maîtriser. Mais au début, ça n'a pas été facile. Qu'est-ce qui n'allait pas au début? Au début, il y avait un choc. Quitter la capitale, aller dans un village, le mode de vie n'était pas tellement adapté. Parce que
C'était la première fois d'aller dans un village. Je ne connaissais pas les villages. Mais malheureusement... Vous ne connaissiez pas auparavant Timbi Madina? Non. Wow. J'ai jamais connu Timbi Madina auparavant. C'est juste parce que j'ai été approché par le jeune agriculteur qui est installé par la fédération. C'est lui qui m'a motivé réellement d'aller à Timbi. Et maintenant, lorsque je faisais l'université, j'ai étudié avec un jeune, au nom de Abdelaziz Gobiko. Je l'ai approché pour lui parler du projet. Je dis, il travaillait à Fria aussi avec l'entreprise familiale. Et il a décidé d'y croire au projet. Donc, on est allé ensemble chez lui, on est resté et on a commencé le projet ensemble. Avec combien avez-vous commencé? On a commencé avec 27 500 000. Mais malheureusement, on a perdu tout ce qu'on avait investi. Okay. Et les terres, vous les avez achetées? On n'a pas acheté les terres. C'était les terres, parce que lui, il est natif de Timbi Madina. D'accord. Alors, vous avez perdu 27 millions. Le premier investissement, c'est des choses qui arrivent à beaucoup d'entrepreneurs. Qui ne risquent rien, juste qui ne risquent, il y a les risques. Certains même lâchent, abandonnent pour dire bon, j'ai perdu, il n'y a pas d'horizon. Comment vous avez géré cette étape-là pour vous relever? Et pourquoi vous n'avez pas abandonné? Parce que vous avez mis 27 millions, vous les avez perdus. Vous auriez pu vous arrêter là et revenir à l'entreprise familiale. Vous savez, la chance que j'ai eue, quand j'ai fini d'étudier, j'ai travaillé avec mon papa, un entrepreneur. Donc, j'ai compris que l'envie de réussir, lorsque l'envie de réussir est supérieure à la peur d'échouer, tu réussis dans l'entrepreneuriat. Donc, lorsqu'on a perdu les 27 millions, Aziz voulait qu'on revienne. Parce qu'il était tranquille à Fria et moi, j'étais dans l'entreprise familiale. Et moi, je lui ai proposé, essayons de retrouver l'argent qu'on a perdu au moins avant de rentrer à Conakry. Et lors de la deuxième année, on a trouvé que le métier était vraiment passionnant. Et on s'est adonné. La deuxième année aussi, ça n'a pas marché. C'est l'année où les chenilles ont attaqué les champs à Timbi Madina. Mais heureusement, j'étais un peu soutenu par la famille, par certains membres de la famille, notamment un beau-frère qui se trouve au niveau de l'Europe. Il m'a toujours soutenu depuis le début, il a cru à moi. Il me dit non, c'est comme ça. À chaque fois, il m'amenait des histoires des entrepreneurs. Justement inspirants. Et il ne faut pas avoir peur de l'échec, tout ça. Un jour, tu vas aboutir. Donc, je motivais aussi Aziz. Du coup, on a continué. Au niveau de la troisième année, ça a commencé à prospérer. Alors, d'un demi-hectare à 30 hectares, c'est énorme la croissance sur 7 ans. Alors moi, ma question cette fois-ci, c'est de savoir, le plus souvent, surtout avec l'arrivée de la pandémie, il y a eu toutes ces difficultés que les entrepreneurs dans ce domaine ont eues. Quelle est la stratégie commerciale? Comment vous vous y êtes pris pour pouvoir faire des ventes? Et surtout, est-ce que ça vous rapporte? Oui, ça rapporte. Avec la pandémie l'année passée, je tiens d'abord à saluer un collègue, Kamara Mamadi, qui avait lancé le Pomme de Terre Challenge. Parce qu'on était vraiment dans une période qui était très difficile de commercialiser. Et ça concernait réellement de acheter des sacs de pommes de terre, tu photographies et tu publies sur Facebook. Et ça nous a permis de vendre 2000 tonnes de pommes de terre en 2 semaines. Je crois que c'était avant cette fête-là, il était recommandé avec ce challenge au lieu d'aller vers certains mets, de cuisiner cette fois-ci pommes de terre avec nos différents plats. Et ça avait porté. D'accord. Et peut-être il y a une chaîne, voilà, la production, la commercialisation. Vous qui avez raté, vous êtes relevé. Comment vous êtes arrivé un peu à connaître ce circuit et comment ça s'organise? Avec la pandémie, ça n'a pas été facile. Heureusement, il y avait la fédération. Le président de la fédération, il nous a contactés, nous les producteurs, bien avant que la pandémie vienne en Guinée. Parce qu'il nous avait contactés au mois de janvier. Il dit, il y a quelque chose qui est en train de venir. On va essayer de voir comment est-ce qu'on va baisser l'année là le prix de la pomme de terre. Et nous, les producteurs, on n'était pas convaincus. Parce que c'est plus cher que ce qui vient d'ailleurs sur le marché. C'est plus cher, le sac de pommes de terre. Oui, c'est vrai. Et maintenant, lorsque la pandémie est venue, il nous a appelé aussi. On ne va pas avoir d'aide. Il faut qu'on serre la ceinture, il faut qu'on se relève. Maintenant, après tout ça, après toutes les tracasseries et autres, l'année là, il nous a boosté et il nous a accordé du crédit au
niveau des intrants, au niveau de l'engrais, pour pouvoir, parce que sans lui réellement je ne pourrais pas faire mes 30 hectares de pommes de terre. Alors c'est vrai que la concurrence, le président de la fédération, est énorme. La concurrence est vraiment énorme sur le terrain. Je parlais tantôt de la pomme de terre qui vient d'ailleurs, et eux ils sont allés au-delà. Aujourd'hui on propose des pommes de terre qu'on n'a pas besoin d'éplucher. En fait, le temps de cuisson, vous avez plus de temps aujourd'hui. Est-ce que toutes ces stratégies qui viennent des étrangers comme des Libanais vous impactent aujourd'hui dans votre travail? Forcément, il y a un impact parce que ça joue sur la commercialisation. Mais il faut savoir, c'est de la pomme de terre. On ne sait pas combien de temps elle est restée en Europe. Et nous produisons quelque chose de frais, de bon. D'ailleurs, c'est plus doux. C'est par rapport aux fruits surgelés. C'est la vérité. Moi, ma question, c'est par rapport à vos ambitions futures. En 7 ans, vous avez eu la chance d'être confronté à des difficultés, non seulement du secteur, mais aussi au-delà du secteur, qui est le coronavirus qui est venu affecter tout le marché. Aujourd'hui, en tant que jeune, quelles sont les projections que vous avez afin de vous prémunir non seulement des crises à venir avec cette expérience, mais aussi faire de votre secteur un secteur porteur de croissance en Guinée? Chez nous, Gobel Sao, à l'horizon 2030, nous envisageons de faire 100 hectares de pommes de terre. Au-delà de ça, nous envisageons aussi de parrainer des jeunes, au minimum 100 jeunes, qui pourront faire des stages au début dans l'entreprise, connaître c'est quoi la production de la pomme de terre et à la longue les accompagner pour qu'ils deviennent des producteurs. Au fait, on veut créer un réseau de production de pommes de terre pour avoir un lobbying vraiment fort. Parce que nous avons un objectif, c'est de faire de la pomme de terre de la Guinée l'aliment de base pour le Guinéen, comme la tchéké en Côte d'Ivoire. Donc on a cet objectif. Ça c'est fort. Maintenant, imaginons qu'on ait un jeune Guinéen qui soit aujourd'hui en train de suivre cette émission, qui veut se lancer dans la même chose. Comment est-ce qu'on fait pour quitter de 0 à 30 hectares de production? C'est quoi le parcours? Par quoi est-ce qu'on doit commencer? Parce que le déclic chez toi, je vous, est parti du fait que vous avez suivi un séminaire où on vous a donné ces choses et vous êtes arrivé sur le terrain, un endroit que vous ne connaissez pas. Vous avez pris des coups la première fois. Donc quelqu'un qui vous écoute pour ne plus connaître tout ce que vous avez connu, quelles sont les 2 ou 3 choses que cette personne doit faire pour pouvoir augmenter plus ses chances de réussite dans ce secteur? Eux, ils auront la chance de ne pas avoir tous ces coûts parce que nous serons en place. Il y aura la fédération, en plus il y a les jeunes agriculteurs qui sont en place, mais on va les offrir au début un stage. Ils vont comprendre c'est quoi la production de la pomme de terre, des stages rémunérés. En fait, ma question, c'est pas ces jeunes que vous allez prendre dans votre projet de parrainage. Un jeune, par exemple, qui serait à l'écoute, qui veut se lancer, en fait, qui veut se lancer, etc. Comment est-ce qu'il doit s'y prendre? Il doit s'armer de courage pour réussir, être très attentif, écouter beaucoup. Parce qu'il faut reconnaître que la sous-préfecture de Pita, c'est une sous-préfecture vraiment cosmopolite et ils sont vraiment hospitaliers. Moi, j'ai eu la chance d'être entouré que par de bonnes personnes qui m'ont accompagné réellement, ou bien cet objectif n'allait pas être atteint. D'accord. Alors, son père a dit quelque chose de très important par rapport à la migration irrégulière. Diba connaît un peu ce que ça veut dire pour la jeunesse. Est-ce que vous avez été tenté une fois par l'aventure? Parce que certains jeunes qui sont dans des familles aisées préfèrent partir de l'autre côté, partir à l'étranger. Avez-vous jamais été tenté? En fait, au début, je voulais être footballeur. Donc, mon rêve, c'était d'aller en Europe. Mais j'ai toujours eu des guéguerres avec mon papa. Même lorsque j'étais en 3e année à l'université, lorsqu'ils ont cassé l'école, je ne voulais plus continuer. Je voulais aller en Europe. Mais heureusement, il m'a fait comprendre une chose. C'est possible de naître, grandir et réussir en Guinée. Il y a mes jeunes frères, ils sont tous en Europe, mes grandes sœurs. Mais moi, au fait, il n'a jamais accepté que je bouge du pays. C'est en 2016 que j'ai eu la chance d'aller en Europe. Mais je ne voulais plus y rester. Parce que j'avais senti quelque chose dans l'agriculture. J'avais senti qu'il y avait un trésor caché sous terre. Alors, il y a quelque chose aussi qui a attiré mon attention. Comment vous faites en fait le partenariat? Parce que vous avez beaucoup de personnes avec lesquelles vous travaillez. Souvent, est-ce que c'est l'argent que vous leur donnez? Comment vous collaborez? Comment vous les rémunérez? Comment ça se passe concrètement? 2 en 1. Ta question m'a fait. Alors moi, c'est par rapport aux femmes. Parce que j'ai vu qu'il y avait une attention particulière à la collaboration avec les femmes. Ça découle de quoi?
Au fait, à Timbi, il y a trop d'exode rural, il y a moins d'hommes. Il y a beaucoup de femmes, mais c'est des femmes qui sont vraiment braves parce que c'est elles qui prennent les familles en charge. Donc, c'est des femmes aujourd'hui qui sont très importantes dans la production de la pomme de terre. On ne peut pas produire, à moins qu'on ne pense à la mécanisation. Parce que vous savez, pour réussir réellement l'agriculture, il nous faut 5 choses qui sont primordiales. La terre, l'eau, une main-d'œuvre qualifiée, la mécanisation et l'accès au financement. Vous les rémunérez bien? Très bien. C'est ça. Combien d'employés et quel est votre chiffre d'affaires aujourd'hui? J'ai 230 femmes et 5 hommes. Et aujourd'hui, notre il faut le féliciter. Quand même. Applaudissons-le. Plus de femmes. Il faut l'applaudir pour ça. Mais bon, il explique aussi la raison. C'est parce qu'avec l'exode rural, les hommes ont quitté et il y a plus de femmes. Et c'est bien de les valoriser. Parce que d'autres auraient dit, non, ce sont les femmes, elles ne sont pas capables de le faire. Il aurait même pu faire venir des hommes d'ailleurs. Exactement. Mon souci maintenant, c'est de savoir si vous les payez bien. Pour ne pas qu'elle continue à juste travailler et ne pas pouvoir s'en sortir financièrement. Mais vous avez vu sur le truc du reportage, aujourd'hui, c'est des femmes, on ne peut pas dire qu'elles sont vraiment aisées, mais ça va. Et il y a eu un impact qui n'est pas à négliger. Aujourd'hui, elles arrivent à inscrire leurs enfants dans les écoles. Bravo. Bien. On avoisine les 5 milliards aujourd'hui. Bien. Elhaj Amadou Bari, merci d'être passé chez les GG. Merci. C'est un plaisir de vous recevoir. Avant de terminer rapidement, en 30 secondes, Antoine, le couvre-feu allégé. Couvre-feu allégé, mais c'est pas là le problème. Le président qui, hier, c'était avant-hier, ça a été rediffusé hier à la télévision nationale. On pensait que cette sortie venait pour soulager les populations, mais bien au contraire, c'est venu accentuer nos souffrances. Comment? On a prorogé le couvre-feu et l'état d'urgence de 2 mois. Ce qui veut dire que toutes les mesures qui étaient en vigueur restent maintenues. Les opérateurs culturels qui s'attendaient tout de même à une légère amélioration ou à un léger changement par rapport à l'organisation de leur spectacle aujourd'hui se retrouvent bloqués pour 2 mois encore, sans que l'État ne mette la main à la poche pour au moins une subvention. À ce jour, j'en connais beaucoup qui risquent dans les jours à venir de mettre la clé sous le paillasson parce qu'il n'y a plus de fonds. L'État décide ainsi d'appauvrir tout le monde. Et Antoine, pour ajouter à ce que tu veux dire, ce couvre-feu, la prorogation est illégale parce que ça n'a pas été approuvé par l'Assemblée nationale. Donc, il n'y a même pas lieu de tenir un débat autour. Le couvre-feu ne peut pas être prorogé sans l'accord. Bien, le couvre-feu ne peut pas être prorogé sans l'accord de l'Assemblée. C'est peut-être notre juriste qui a parlé. On va peut-être continuer ce débat dans une autre émission, un autre numéro des Grandes Gueules. Merci à Madousso qui a géré les sons du côté de la radio. Merci à toute l'équipe de la régie, Vladimir Poutine, Alassane Diallo, l'homme de nuit, Nala Sidibé, Mafata Sanou, Mamoudou Kondé et Abouakar Fotesouma. Merci à tous à l'international. Les Grandes Gueules reviennent lundi avec le turbo, Lamine Girassi aux commandes.